Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, je vous présente cette deuxième partie de l'entrevue avec les membres de l'équipe du jeu Ice. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Ludipsy. Donc, je vous invite à regarder la première partie pour connaître un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le jeu Ice. Également, quel est le processus de conception de ce jeu? Donc, c'est un jeu, je le répète, mais qui va être lancé en campagne de sociofinancement Kickstarter le 4 mai 2021 prochain. Donc, ça approche dans quelques semaines. Donc, pour ceux qui ont aimé et qui vont aimer la vidéo et l'entrevue avec l'équipe de conception, donc il s'agit de Samson, de Hugo et de Léonard, donc les deux co-designers et l'illustrateur qui a créé ces magnifiques illustrations. Donc, si jamais vous aimez le jeu, bien sûr, je vous invite à aimer la page de sociofinancement Kickstarter, aimer tous leurs médias sociaux et bien sûr de les soutenir. Donc, comme j'ai indiqué, la première partie, on parlait vraiment de la présentation du jeu et le processus de conception du jeu. Donc, je vous invite à écouter cette première partie pour connaître un peu plus l'aspect immersif du jeu Ice. Dans cette deuxième partie, j'ai vraiment le plaisir de discuter un peu plus de l'envers du décor dans la conception de jeu. Donc, c'est quoi les obstacles qu'on peut rencontrer en tant que concepteur de jeu, mais également en tant qu'éditeur d'un jeu de société? Également, quels sont les apprentissages qu'on peut développer, les différents chapeaux, les différents rôles qu'on va devoir apprendre. Et également, mes invités vont vous partager quelques trucs et astuces en tant que concepteur, éditeur et illustrateur pour s'assurer que son jeu de société soit top-notch. Donc, on va bientôt aller rejoindre les invités pour cette deuxième partie. Donc, merci à tous. Donc, effectivement, je pense que ça vaut la peine quand même de le mentionner, cet esprit-là de persévérance aussi, parce que j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas dans les dernières années dans la conception du jeu Ice. Bon, disons qu'on commence par les bas parce que il faut les nommer, mais est-ce que vous avez vécu certains obstacles ou certaines difficultés justement dans la conception du jeu? Tout à fait. Je peux commencer, Hugo? Vas-y. Alors en fait, bon, la vraie création qui a commencé le 1er janvier 2019, on a commencé par faire ce qu'on appelle une résolution de conflit Résolution en, de conflit. en communication non violente, parce que moi je suis formateur donc sur une approche de communication. Oui, la Donc, violente. CNV. Et du coup, on a commencé par là parce qu'on avait besoin de définir tous les deux nos besoins par rapport à ce jeu-là. Et les besoins n'étaient pas tout à fait ajustés. Donc, on a dû vraiment prendre un vrai temps ce 1er janvier pour travailler là-dessus. Et c'est à l'issue de cette résolution-là qu'on a eu vraiment sur le papier ce sur quoi on voulait s'accorder. Et on est parti là-dessus. Et après, il y a eu d'autres ajustements. C'est-à-dire qu'après, on a dû, puisqu'on est mine de rien assez différents, et du coup, il y a eu d'autres moments où on a dû ajuster différentes choses, s'accorder. Et ouais, voilà. Je pense que ça, c'est un point important. Et en même temps, c'est ce qui nous a permis de vraiment débuter cette chose-là, parce que comme on le disait, ça faisait 5 ans, voire même plus, qu'on était à cette discussion autour du jeu en famille, puisqu'il y avait aussi mes parents, mon autre frère. On était vraiment à discuter de ça, mais ça aurait pu durer une vie sans qu'un jeu n'aboutisse. Et il y a un moment où on s'est dit, ben non, en fait, ça va être tous les deux, et il faut qu'on s'accorde sur qu'est-ce qu'on veut créer. Et c'est parti de là, quoi. OK.
Donc, à la base, il y a eu vraiment l'importance de mettre en place une structure là, de communication, justement, où est-ce que chacun pouvait partager ses idées, essayer de travailler sur le respect, la communication active, donc de nommer au fur et à mesure quand il y a des problèmes. OK, ben, c'est effectivement une très, très bonne base. Euh, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est beau théoriquement, mais c'est plus difficile concrètement. Mm. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu as mentionné, du fait que c'est familial aussi. Bon, il peut y avoir plein d'aspects positifs parce que vous vous connaissez déjà, il y a comme un lien très fort, mais ça peut être parfois un peu plus difficile aussi parce que dans les liens familiaux, bon, on s'entend, il y a souvent des petites chicanes entre fratries et ça peut justement être communiqué différemment. Donc, quand on est avec un ami ou même un autre professionnel, on ne va pas s'exprimer de la même manière qu'avec son frère, sa sœur ou sa famille. Donc, j'en comprends que c'est ça qui a été comme clarifié dès le départ pour permettre par la suite de progresser dans la conception du jeu. Et on a même continué après, enfin, c'est-à-dire que on avait lancé cette chose-là et ensuite on est venu vraiment, on est revenu là-dessus sur qu'est-ce que c'est l'essence du jeu, qu'est-ce qu'on fait quand on est en conflit. Plus tard, on est encore revenu sur ces points-là et, et je pense qu'il y a l'aspect, comme tu le disais, le lien affectif et le fait qu'on prend les choses vraiment à cœur tous les deux. Et du coup, des fois, c'est très émotionnel parce que c'est un peu comme un bébé quand même, ce jeu. Et, et du coup, c'est vrai que des fois, on a des visions différentes et chacun prend les choses vraiment ouais, très à cœur. Et donc, effectivement, c'est pas toujours facile, mais Pour vas-y. compléter un peu ce que tu viens de dire, Samson, je pense que c'est une des forces, mais aussi une des, pas faiblesses, mais difficultés, chez This Way. Donc This Way, c'est, Samson et moi, pour le coup. C'est vraiment cette entité-là, notre maison d'édition. C'est une des forces d'être, à la fois, de tous les 2 avoir des casquettes, pas complètement, séparées. C'est-à-dire que, Samson est aussi game designer, moi je suis aussi du côté, éditeur et cetera, et on a tous les 2 nos mots à dire sur tous les domaines. Hem Et on cherche pas non plus à ce qu'il y en ait un qui aille trancher quand il y a un conflit. Bon, maintenant c'est moi le game designer, donc ce sera comme ça. On fait jamais ça. Je trouve que c'est à la fois une force parce que du coup, on a tous les deux des forces de proposition et on peut avancer et le débat en fait fait évoluer les idées bien plus que si on était chacun en fait tous les. Ce serait possible. Il y a beaucoup de maisons d'édition, je suppose, qui fonctionnent comme ça, avec des rôles très très définis. Voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et si l'autre n'a pas son mot à dire, et ça marche aussi très bien d'ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de conflits dans ces structures-là. Mais du coup, je pense aussi qu'on perd quelque chose. Et nous, on a décidé assez rapidement que ce ne se passerait pas comme ça, qu'on aurait nos mots à dire sur tout, et y compris d'ailleurs sur les illustrations, y compris sur le graphisme. Et, c'est pas forcément évident, je pense, pour nos partenaires, par exemple pour toi, Léonard, qu'on puisse assez rapidement rebondir, genre ah, nous on voyait pas ça du tout comme ça, etc. Et du coup, on a vraiment ces discussions-là, donc c'est pas évident de recevoir, mais quelque part c'est plus sain après parce que on s'en sort, enfin, on est tous contents de ce qu'on a produit à la fin, et c'est génial. C'est juste que c'est pas évident toujours. Oui. Moi, de mon côté, je n'ai pas trop ressenti justement, ils sont assez cool sur les propositions. Globalement, comme disait Samson, ils sont assez contents quand ils reçoivent une élue, et du coup, j'ai eu peu ce sentiment de devoir refaire ou que voilà, qu'il y avait trop d'ajustements. Et puis après, il y a aussi une posture, c'est que moi, je viens pas du monde du jeu de société à la base. Mais il y a beaucoup de similitudes dans tous les domaines d'illustration. Donc du coup, j'ai un peu d'humilité aussi à me dire, bah, je n'ai pas la science infuse. Et donc du coup, voilà, s'il faut refaire, il faut refaire. Mais alors bon, ouais, du coup, vu qu'on est dans les points qui ont été peut-être un petit peu compliqués, moi c'est surtout, j'en parlais juste avant, concilier
comment dire, donc mon travail personnel qui est déjà très prenant avec une multitude de clients qu'il faut satisfaire par semaine, et donc ce projet sur le long cours qui exige du coup une rigueur et une discipline qui est le point sur lequel j'ai parfois du mal. Et donc voilà, donc de mon côté, ça a été surtout rendre un flux régulier d'images. Et je pense que mon rythme de travail a été plus en dents de scie. Encore une fois, plus dû à mon travail à côté. Et donc ça a pu parfois être pour notre communication, parce qu'il fallait aussi régulièrement communiquer sur Instagram, etc. Donc ça a pu être compliqué, je pense, vis-à-vis de l'équipe, ce travail en dents de scie. Et en même temps, voilà, c'était comme ça et je ne pouvais pas faire autrement, malheureusement. Mais là, on arrive à 90% des illustrations, donc peut-être un peu moins. Un poil moins. Un poil moins, 85. 89,9. Et voilà. Donc, c'est très. Merci de ce partage très, très authentique, en fait, de voir que justement, c'est beau un processus de création, mais comme toute chose, ça demande. C'est un travail d'équipe, en fait. Donc, ça demande la communication, ça demande l'écoute, ça demande une certaine disponibilité puis un engagement qui parfois peut être épuisant, dépendamment de nos autres sphères de vie aussi. Donc, si on a une famille, si on a un autre travail à côté, si on est fatigué, bon, etc. Donc, c'est un processus qui est en dents de scie, comme Léonard le mentionnait. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas. L'important, c'est que là, je vois que vous avez passé au travers des bas parce que vous êtes rendu dans un haut, là, un assez bon haut. Donc, avec, je le répète, la campagne Kickstarter, le socio-financement qui commence le 4 mai 2021, donc cette année. De votre côté, à l'approche de cette finalisation-là, si on fait une petite rétroaction, là, qu'est-ce que vous sentez que vous avez appris ou que vous êtes fiers, en fait, d'avoir réussi à accomplir au cours de ces dernières années? Ben, moi, j'ai appris un nouveau métier, en fait. Moi, j'ai appris le métier d'éditeur. Très clairement, et le métier d'éditeur, en fait, je me suis rendu compte que c'était plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs domaines dans ce métier-là différents qu'il fallait appréhender, sur lesquels il fallait monter en compétences. Et donc ça c'était une découverte. Parce que je pense qu'au départ, avec Hugo, on était un peu genre la fleur au fusil. On s'est dit, il y a 2 ans et demi, on va faire un jeu. On va faire un financement participatif. On n'a pas d'argent au départ. Ça paraît cohérent et on va faire ça. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que le fait de le faire sur Kickstarter, ça impliquait pas du tout que des aspects de game design, mais ça impliquait des aspects de business, de monter une société. Et ça n'a rien à voir. C'est des domaines assez différents. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est de devenir éditeur. Et c'est quelque chose qui me convient. Ah, génial. On fait ça par dépit. Enfin, je me suis pas dit, ah là là, va falloir se taper ce truc-là. C'est un domaine qui m'attire, d'apprendre des nouvelles choses et d'apprendre ce métier-là. OK. Ça tombe bien. Ça tombe bien que tu aimes apprendre parce que justement, c'est un grand apprentissage. Et le métier d'éditeur, rien de moins. Hein? Déjà, c'est quelque chose. Il y a des gens, en fait, il y a des personnes qui ont ça comme métier à temps plein. Et j'en comprends de ton côté, de votre côté aussi. Vous avez un autre métier à part. Donc, c'est comme avoir 2 métiers ensemble en même temps. Donc, c'est déjà ça, je peux le mentionner, c'est un très bel accomplissement pour tous. Donc, d'avoir appris à être éditeur et tout ce que ça inclut, donc les différents chapeaux, autant au niveau marketing, autant au niveau créer des réseaux sociaux, autant au niveau créer une campagne de socio-financement, etc. OK. Je pense que pas seulement pour moi, pour Sanson aussi. Enfin,
on a appris tous les deux non seulement ce métier-là, mais du coup et aussi qu'est-ce que c'est créer un jeu en fait juste. Parce que c'est complètement différent de réfléchir à des règles d'un jeu et de créer un petit prototype chez soi Mhm. et d'y jouer et puis c'est très bien. Et il se passe des choses. C'est complètement différent de juste faire ça que de créer un jeu et de le voir aboutir et de ensuite le voir sortir en boutique et de vraiment le concrétiser pour de vrai. Donc ça, c'est vraiment, là-dessus, on a appris énormément. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça impliquait, etc. Et du côté de la campagne de financement participatif, il y a aussi, comment dire, on peut être éditeur et ne pas faire de Kickstarter, bien sûr, parce que c'est déjà quelque chose de juste être éditeur. Mais créer une campagne de financement participatif, c'est aussi tout un travail à part entière, en fait. C'est très complexe, c'est très long. Mettre en place une communauté, etc., c'est encore un autre métier, en fait, presque. Et ça, ben, en tout cas, moi, de mon côté, je ne savais pas à quel point c'était chronophage. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas Samson s'y met à fond et il travaille énormément là-dessus, mais il pourrait presque y avoir déjà quelqu'un à temps plein là-dessus qui soit ben, ni plus ni moins que le métier de community manager et qui s'occupe de tout ça. Et c'est très long, ouais, c'est très long, ça prend beaucoup de temps et il faut vraiment pas lésiner là-dessus parce que lorsqu'on fait une campagne de financement participatif, ben c'est le cœur de la campagne, en fait, que de monter la communauté. Et voilà, tout ça aussi, on a appris et on continue d'apprendre tous les jours comment, voilà, comment fédérer des gens sans avoir un budget marketing démentiel, démesuré. Donc le faire à la main, etc. C'était pas évident. Et pour le coup, ça, c'est vraiment une casquette que mon frère porte avec élégance. Et Mhm. c'est surtout lui qui fait ça effectivement et vraiment chapeau. Chapeau parce que c'est pas facile, c'est très long à faire. On s'en doute pas en fait. J'ai beaucoup d'amis qui me parlent de: «Ah tu fais un projet de financement participatif, ah c'est génial. Ben moi aussi j'ai un projet, ah ben peut-être que je ferai ça aussi, une petite, campagne de Kickstarter» et dans ma tête je me dis: mais c'est très bien, allez-y». J'essaye de pas trop les, étouffer leur engouement, mais dans ma tête, je me dis: «Vous vous rendez pas compte à quel point c'est long, laborieux et c'est un travail en soi, en fait» et Mhm. ouais, on se rend pas compte, vraiment, du temps que ça prend de faire juste ça et quand tu travailles sur ta campagne de financement, tu ne travailles pas sur ton projet en même temps, techniquement. Nous, on fait les 2 mais c'est vraiment un travail en soi. Faut le voir vraiment comme ça, long et laborieux, mais c'est très Ok. plaisant. C'est très plaisant, tu vois les retours pour les retours des playtests, c'est juste génial de voir des gens jouer et puis, apprécier et puis aussi des gens, moins appréciés. Pour l'instant, on a eu vraiment plutôt des retours positifs et même dans les suggestions de changement de gameplay, entre guillemets «négatifs», c'était dit de façon, agréable et il y a pas eu de ce qu'on appelle de haters, Mhm. voilà, donc ça c'est très cool. C'est sûr que ça va arriver, ça arrive dans toutes les communautés et voilà, on sera préparé, mais pour le coup, la communauté j'ai l'impression que la communauté globalement dans le jeu de société est très amicale et c'est très, très cool. Je connais un peu la communauté du jeu vidéo, ce n'est pas la même. Ce sont des Effectivement. communautés vraiment différentes. Voilà. D'ailleurs, Voilà ce que c'est je veux dire. là-dessus que je voulais rebondir. Moi, les choses que j'ai le plus appréciées dans le projet, là, c'est justement en effet de rencontrer cette communauté du jeu de société parce que, en fait, montrer ces illustrations à cette communauté-là, c'est beaucoup plus plaisant parce qu'on a des retours très positifs. Et puis, je pense que les gens ont moins l'habitude de voir ce style d'illustration qui est un style assez chronophage et que justement les professionnels ne peuvent pas forcément mettre en place sur des jeux. Parce que quand on fait professionnellement du jeu de société, et qu'on on sait bien que voilà, dans l'édition, il n'y a pas forcément
beaucoup de sous. Et donc, du coup, c'est surtout des speed painters, des gens qui font qui ont une grosse capacité de travail, une grosse capacité de faire des illustrations par jour, 2-3 par jour. Mais du coup, on peut arriver à un paysage d'illustration de jeux de société qui peut se ressembler, où ça peut être un peu... Et donc, moi, je pense que ma plus-value, elle arrive là, c'est que je viens de l'illustration jeunesse, etc. Et je viens amener quelque chose ouais, mais il y a un snobisme un peu dans le monde de l'illustration. Les éditeurs à qui j'envoie une illu, ils disent « Ah, c'est bien, ouais. » Voilà. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Ou « Ah, oui, ça ira. » Enfin, et en fait, du coup, de voir la communauté qui dit « Ah, c'est génial !» Puis, donc, du coup, ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui motive énormément. Et donc, il y a ça. Puis, après, autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de dessiner sans avoir vraiment de plan défini, mais de voir qu'à la fin, tout semble être cohérent, tout semble... Et en fait, ça me fait penser à un concept. Donc, c'est le soft world building versus le hard world building. Et moi, j'ai toujours cru qu'il fallait, pour créer des univers, avoir tout prévu comme Tolkien, c'est-à-dire vraiment... on a le monde en tête avant de commencer à créer. Et là, en fait, on a plus fait une approche de soft world building, c'est-à-dire qu'en gros, on a mis des briques comme ça au fur et à mesure. Et l'édifice, comme ça, s'est construit et a pris une cohérence au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mes projets, va beaucoup m'inspirer, de me dire, si tu veux créer un monde, t'es pas obligé d'écrire un roman avant. Tu peux aussi avancer, tâtonner, et les gens s'emparent de ce monde-là et je pense peuvent le compléter et ça ne fait que grandir, donc c'est très agréable. Mm-hmm. Je pense que ça a bien été mentionné tout à l'heure que c'était une co-construction, mais avec quand même un fil conducteur, que Samson et Hugo avaient leur mot à dire, restructuraient, mais que ça restait très ouvert aux suggestions, aux idées, à cette liberté-là créative. Puis encore une fois, je pense que ça ressort beaucoup dans le jeu, dans cet équilibre-là que le jeu apporte. Et tu mentionnais au niveau de l'illustration, bon, là, c'est tout un autre univers. Ce côté-là, un peu peut-être illustration pour enfants. Ce qui ressort, je veux dire, le jeu, les illustrations sont très accessibles. Justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ça n'avait pas trop enfant, ça n'avait pas trop mature adulte. Ça pourrait fortement intéresser les adolescents. Donc, tu sais, c'est accessible à tous, le style graphique qui est démontré, puis la mécanique de jeu. Donc, cet aspect-là est très intéressant, surtout, comme vous l'avez mentionné, quand on veut faire l'aspect marketing, puis d'aller chercher des joueurs, on veut que ça capte le regard et que les gens disent « Wow, je veux aller voir plus, je veux en apprendre plus. » Je pense que c'est très présent dans le jeu, dans cet équilibre-là que vous avez construit en co-construction ou en software. Oui. Et moi, je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que ce que dit Léonard là sur l'aspect graphique, nous, c'est quelque chose qu'on avait vraiment en tête dès le début, c'est-à-dire que dès le début, moi, j'avais ce constat-là un petit peu que dans ma ludothèque, sur 150 jeux, j'en ai quelques-uns où je trouve que vraiment la DA, elle envoie, mais sur la plupart, c'est assez décevant. Et du coup, je faisais ce constat-là que dans d'autres domaines, comme effectivement la BD, j'aime aussi beaucoup la BD, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a des DA de ouf, quoi. Et dans le jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une... Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression que c'est pas encore complètement mature, ce domaine-là, graphiquement. Et donc, nous, on avait vraiment à cœur que la direction artistique, elle soit vraiment au top sur le jeu. Et pour le coup, on a eu de la chance parce que Léonard, c'est le seul et unique illustrateur avec qui on a discuté et qu'on a choisi. Et voilà, il n'y en a pas eu avant et on est tombé directement là-dessus. Et donc, c'est vrai que forcément, ça nous a plu, quoi. Mais ça venait vraiment cocher cette case-là qui, pour nous, était un aspect important.
Et je voulais juste rajouter que là, on est 3 dans l'équipe, mais en fait, en tout, on est 6. C'est-à-dire qu'il y a aussi un graphiste qui est là depuis maintenant pas tout à fait 2 mois et qui va faire effectivement tout le graph design, qui va faire la page Kickstarter, qui s'occupe des pictogrammes. Enfin, il y a tout un travail qui peut-être pour les joueurs est pas très connu, puisque on remarque surtout les illustrations, mais qui a un vrai boulot aussi assez conséquent. Il y aura aussi une vidéaste qui va réaliser tout ce qui est un trailer, et puis peut-être aussi d'autres vidéos pour la campagne. Et on a aussi un community manager américain qui va s'occuper justement pendant la campagne aussi de tout ce qui est backer anglophone, quoi. Donc voilà, en tout, on est 6 avec des charges de travail plus ou moins importantes, on va dire, mais en tout, on est 6. Du coup, je voulais juste rappeler ça. Effectivement, je pense que c'est important de voir aussi qu'il y a plein de rôles importants dans la conception d'un jeu et de ne pas sous-estimer l'importance, justement, autant d'un community manager, autant du graphiste, et voilà, je vais l'avoir, qui s'occupe justement de tout ce qui va être la page Kickstarter et le reste qui est très important encore une fois. Donc, l'effet wow de j'ai le goût de voir et d'en apprendre plus. Et toute cette équipe-là, chaque personne est nécessaire pour en arriver jusqu'au bout. Et je prends la balle au passage pour justement peut-être parler un peu plus de la campagne Kickstarter. Je l'ai nommée, je le répète encore une fois, elle sera lancée le 4 mai 2021. Donc, mettez-le à votre agenda, c'est tout proche, dans même pas un mois. De votre côté, justement, le jeu, en fait, s'adresse à quel public? Qui est-ce que vous visez? Quel groupe d'âge? De ce que vous pouvez mentionner, est-ce que ça va être disponible à l'international, etc.? Ça va être disponible à l'international, ça c'est clair. Pour le moment, on a l'idée de le faire en 2 langues, en anglais et en français. Disponible a priori, alors ça va être dépendant aussi des gens qui nous soutiennent, mais a priori, États-Unis, Canada, Europe évidemment, et puis Asie, Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. A priori, c'est ça un peu les régions sur lesquelles il sera disponible. Génial. Donc, moi, j'ai entendu Canada, je suis contente. Ça te convient? Ça me convient. Approve. OK. Donc, je vois justement, il va y avoir une belle adaptation donc pour qu'il soit disponible aussi en anglais. Vous avez déjà mis en place toute la structure nécessaire. Donc, ça, je pense que ça va être très intéressant. Parce que mine de rien, le marché anglais, anglophone est aussi très grand au niveau des jeux de société. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher 2 grands marchés. Et de voir que les jeux sont disponibles à l'international aussi, ça rajoute une belle valeur parce que c'est toujours dommage quand il y a des très bons jeux faits en Europe et qu'on ne peut pas y avoir accès. Donc là, surtout en ce moment, on ne peut pas voyager jusqu'en Europe pour aller le chercher. Donc, il faut attendre. Donc, c'est très positif. Le groupe d'âge, juste pour situer un peu pour les spectateurs, on peut s'attendre à quel groupe d'âge pour le jeu Ice? C'est à partir de 14 ans. Je pense que clairement, on peut y jouer même si on est plus jeune. Mais en tout cas, sur la boîte, ce sera à partir de 14 ans. Et voilà, je dirais qu'après, il n'y a pas de limite d'âge. C'est un jeu qui se veut expert, on va dire, mais pas non plus, c'est pas du Gloomhaven. Expert plus au sens du jury de l'As d'Or, du festival de Cannes. Donc, moi, je dirais plutôt familial plus. Mais ça se situe entre, je dirais, Seven Wonders et Terraforming Mars. Bon, après, c'est assez large, hein. Mais et en termes de temps et en termes de complexité, ce sera à peu près ça. En fait, à la base,
Nous, on était vraiment partis sur une complexité et un temps très très similaire à Seven Wonders, qui est un peu un de nos, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, un de mes jeux favoris. Et au fur et à mesure, force est de constater qu'on n'a pas pu s'empêcher de rajouter des choses et ça a un peu complexité le jeu. Plus ce dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est le fait que la mise en place, vu qu'elle dure un certain temps, il fallait faire en sorte que le jeu on vaille vraiment voilà, le temps de mise en place et du coup on a un peu complexifié la bête. Donc ouais, voilà, entre Seven Wonders et Terraforming Mars, je dirais, pour la complexité et pour les joueurs aussi du coup, les joueuses. Génial. Ouais, de très bons points de repère et de très bons jeux aussi. Donc, très bon de le mentionner. Donc, pour ceux qui aiment ces deux jeux, ben, vous allez pouvoir trouver un jeu similaire au niveau de la complexité puis au niveau aussi de l'expérience de jeu. Donc, un jeu qui va être très intéressant, qu'on a bien hâte de voir concrètement. Peut-être pour terminer, je mentionnais tout à l'heure que ben, c'est un long processus, la création et l'édition de jeux également. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous auriez un peu des conseils? Ça peut être dans votre rôle de concepteur, illustrateur, dans votre rôle d'éditeur ou même par rapport à la campagne Kickstarter. Est-ce que vous auriez des petits conseils à partager pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans la conception, l'édition de jeux de société? Ouais, moi j'ai des, j'ai des conseils. Enfin, c'est plus des partages d'expériences de ce que j'ai pu vivre. Mon conseil principal, c'est que, comme le soulignait, alors je ne sais plus si c'était Hugo ou Léonard, peut-être les deux, que la communauté, en fait, ludophile, enfin, les joueurs de jeux de société, c'est une communauté qui est vraiment assez ouverte et bienveillante, en fait. Et du coup, faut pas hésiter à aller demander aux gens, à aller toquer aux portes. Et moi, enfin, j'ai rarement eu des si je dois poser des questions ou quoi, généralement j'ai des réponses. On m'a rarement fermé la porte et il y a des éditeurs qui m'ont répondu, enfin sur des questions vraiment techniques, qui ont pris le temps de m'expliquer les choses. Et des fois, c'était pas juste 5 minutes, hein. Euh, et puis, du coup, enfin, on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses simplement en chattant avec les gens, en allant sur les forums, sur les groupes Facebook. Pareil, c'est une quantité illimitée de choses qu'on peut apprendre sur plein de plans différents. On parlait des différentes casquettes de l'éditeur. Il y a vraiment tellement de choses qu'on peut déjà, qui sont à portée de main en fait. Donc si vraiment ça nous botte, si vraiment on est intéressé, faut y aller, faut demander, faut discuter. Ça va prendre du temps, mais toutes ces choses-là, elles sont accessibles. C'était peut-être pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans, et maintenant c'est le cas, donc allez-y. Très bon conseil, de ne pas avoir peur, de poser des questions, surtout dans les groupes, les communautés de joueurs, tu le mentionnes très, très bien, de ce que j'ai vu, là, les joueurs et créateurs sont très ouverts, veulent partager leur expérience aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Et moi, je rajouterais juste quelque chose du côté du game design. Comment dire? Déjà, pour moi, le game design, le rôle du game designer, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Peut-être que je me trompe sur cette définition-là et que d'autres game designers en auront une autre de définition. Mais pour moi, le véritable rôle du game designer, c'est non seulement d'apporter plein de, voilà, des mécaniques de jeu fortes et intéressantes, mais également d'écouter tous les retours des playtesters et des gens qui nous entourent, qui ont des avis sur le jeu. Et le rôle du game designer, c'est de faire le tri, en fait. C'est de filtrer tous ces retours. Euh, quand par exemple, quand on amène une mécanique de jeu, on peut avoir des retours négatifs, des retours positifs dessus, ou des retours neutres, ou même pas de retour d'ailleurs. Et c'est de réussir à ne pas, voilà, on fait un playtest, j'ai fait une nouvelle mécanique de jeu, il y a des gens qui ont joué et puis ils ont trouvé ça nul.
C'est pas tout de suite de faire genre, ok, ben c'est nul alors, il faut trouver autre chose. C'est de faire d'autres playtests, de récupérer une info, une autre, etc. Et de vraiment réussir à construire, à filtrer tout ça. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, et il faut vraiment réussir à, comment dire, pour moi, tout vient pas de l'esprit farfelu du game designer dans les règles. En fait, il faut vraiment récupérer un maximum de choses, des retours des gens, et pas tout prendre ce qu'il faut. C'est ça, la complexité. C'est de réussir à faire le tri, avoir un bon filtre, un bon prisme. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà, pour moi, c'est ça le véritable rôle du game designer. Parce que tu vas pas créer un jeu tout seul dans ton coin, et puis tout d'un coup, tu sors de ta grotte et il est génial, regardez-le. Non, non, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut des heures et des heures et des dizaines de playtests, si ce n'est pas plus. Des centaines. Et c'est ça. Et ces playtests vont aboutir à des centaines de retours des joueurs. Et il faut tout prendre en considération. Et parfois, il y a certains trucs qu'on ne prend pas en considération parce que sinon, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, il va falloir faire le tri. C'est pour ça que je parlais de tri. Pour moi, c'est vraiment ça le conseil, je dirais, en game design, quoi, qu'il faut avoir en tête. Moi, je voudrais juste ajouter le terme de co-construction, en fait. C'est qu'il y a vraiment cette idée de... on n'est pas juste deux game designers, on vient confronter justement des propositions à des gens qui viennent le playtester et on compile avec ça. Et après, effectivement, nous, on fait des choix en tant que game designer, mais il y a vraiment un aspect de co-construction. Avec les joueurs. Avec les joueurs. C'est ça. Tout à fait. Puis c'est justement comme vous l'avez mentionné tous les deux, mais c'est pour ça qu'il y a des centaines de playtests, beaucoup de playtests à faire pour avoir le plus possible de retour d'une grande diversité aussi de joueurs qui ont chacun une vision puis des expériences de jeu différentes. Et là, par la suite, de prendre ça et de voir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Et cette co-construction-là évolue grandement jusqu'au moment où est-ce qu'on accepte que, et ça, c'est le moment souvent difficile, de dire, OK, là, on arrête, on ne peut pas faire plus, on est là, on est rendu à l'éditer. Tout à fait. Super. Léonard, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de ton côté, un petit conseil? Je cherche depuis tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que moi je peux bien donner comme conseil? Parce qu'il y a autant de conseils que d'illustrateurs, qui existent. Enfin, il y a une telle diversité d'artistes que tout ce que je peux dire me concernera que moi. Mais un conseil très concret, ce serait dessiner toujours plus grand que ce que vous pensez avoir besoin. En gros, voilà, on vous demande une scène, dessinez toujours plus grand autour. Comme ça, vous serez toujours paré si jamais il faut recadrer, replacer, réutiliser. Voilà, c'est un conseil, on va dire, d'illustrateur et illustratrice voilà, dessiner toujours plus grand. Intéressant. On n'y pense pas quand on n'est pas dans le domaine non plus, mais c'est logique, effectivement. Donc, comme ça, après ça, c'est plus facile de recadrer. C'est un peu comme la photographie, en fait. On prend ça comme ça, puis on termine avec ça. Il faut se donner de la marge. Et c'est un conseil de vie aussi, voilà. Oui, ça s'applique dans toutes les sphères de vie. Super. Écoutez, j'ai terminé avec mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous poser, vous demander, que vous vous dites, je dois en parler à l'instant? Abonnez-vous à This Way Ice sur Instagram si vous voulez avoir plus de contenu inédit et d'illustrations et d'infos. Et puis, il y a aussi les newsletters. Enfin, Samson, je te laisse dire ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai qu'on a, comme je vous disais, il y a l'aspect lore, l'univers qui est vraiment très développé. On a voulu faire une sorte de journal de bord des explorateurs. Et donc qu'on envoie mensuellement. Là, on est le 5, donc pour le 4 avril, il y avait le deuxième journal de bord qui était envoyé, où on essaye de raconter un petit peu de l'intérieur ce qui se passe du côté d'un personnage d'une guilde qui décrit un petit peu ce monde-là.
avant la grande expédition. C'est magnifique. Mais surtout, abonnez-vous à Ludipsy, bien sûr. Et oui, bien sûr. Oh là là, Hey. Super j'ai joué chaîne. trop perso. Merci. Non, mais faut pas l'oublier. Ah, c'est gentil. C'est toujours mieux quand quelqu'un d'autre le dit. Parce que quand c'est soi-même, c'est comme abonnez-vous. Non, mais merci j'ai vu, beaucoup. c'est des super vidéos et du super contenu. Continue comme ça, c'est génial. Ah, merci beaucoup. C'est apprécié. Puis, yes, double thumbs up. J'allais dire quelque chose et j'ai perdu. Et voilà, je suis émue. J'ai perdu ce que j'allais mentionner. Dans tous les cas, tous les liens comme que j'ai nommés tout à l'heure vont être disponibles dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous aurez juste à copier-coller et aller sur les différents liens. Page Facebook, Instagram, Twitter. Est-ce que vous avez YouTube aussi? Pas Non, YouTube pour le moment, encore. mais la page de pré-lancement Kickstarter aussi. oui, bien évidemment. Ah oui, et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est par rapport au journal de bord, parce que, bien sûr, je me suis abonnée, je le reçois, et je nommais en début que un des éléments que j'apprécie beaucoup du jeu Ice, c'est l'aspect immersif, et que vous avez bien mis de l'avant, été chercher notamment à travers l'importance que vous avez mis aux illustrations, parce que bien sûr, tu nommais Samson tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeux de société que ils mettent une petite image sur la boîte, puis c'est fini. Et là, on ne se sent pas très en immersion, là. Même si ce n'est pas un jeu narratif, exemple, on nommait Gloomhaven, où est-ce que vraiment on interprète un personnage, puis il y a une histoire. Mais c'est quand même important d'avoir cet aspect-là immersif dans le jeu parce que c'est ça qui crée le désir aussi d'y rejouer et qui en même temps fait en sorte qu'on se sent vraiment dans ce rôle-là d'un archéologue, d'un explorateur. Donc, l'aspect graphique est un des éléments très importants que vous avez mis de l'avant et qui vraiment se ressent à travers le jeu. Et deuxième aspect, c'est justement les journaux de bord qui permet justement de, oui, créer le sentiment de communauté, mais aussi en tant que joueur, on commence déjà à s'attacher puis à voir toute l'histoire narrative qu'il y a derrière ce jeu. Donc, c'est pas juste un jeu où on arrive, on joue, c'est terminé. Il y a vraiment comme quelque chose qui se construit dans le moment de jeu et en dehors du jeu. Donc, c'est un très beau plus que j'ai adoré quand j'ai vu que vous aviez mis en place ces journaux de bord. Donc, très, très intéressant. Donc, j'invite bien sûr, encore une fois, tout le monde à aller vous inscrire pour aller voir ces petits journaux-là qui font juste donner encore plus le goût et hâte que la campagne Kickstarter évolue. J'imagine aussi les journaux de bord vont être présents pendant la campagne Kickstarter. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si c'était en amont de ce qu'on va faire pendant la campagne et après. Exactement. Un format narratif qu'on a envie de développer. Ouais. Donc, une tâche supplémentaire, un chapeau supplémentaire que vous vous êtes rajouté, le rôle d'écrivain, mais qui vraiment viennent amener, je le mentionne, je le répète, mais une valeur plus au jeu Ice qui est toujours grandement appréciée par les joueurs et joueuses. Donc, merci à vous trois d'avoir pris le temps. Déjà, je le nommais en début avant l'enregistrement, mais c'est toujours difficile de planifier des rencontres. Planifier des rencontres à 4 avec le décalage horaire, c'est un beau défi. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là, surtout en fin de processus. Je suis sûre que vous êtes surchargés. Donc, c'est un grand merci. Merci à toi. Merci à toi beaucoup, Elsa. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, je répète, mais je vous invite à aimer tous les liens sociaux des médias sociaux de This-Way, la maison d'édition, et bien sûr du jeu Ice, qui sort encore une fois le 4 mai 2021 sur Kickstarter. La page est déjà en construction, déjà accessible. Vous pouvez vous inscrire pour suivre l'évolution du jeu. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour le journal de bord et
tout le reste. De mon côté, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aimer la page Facebook de Ludipsy pour voir les nouveautés et à suivre la chaîne YouTube de Ludipsy pour voir les différentes vidéos qui sont publiées de manière hebdomadaire pour l'instant. Donc, merci à vous trois. Merci Elsa. Yes. Merci à tous ceux qui nous regardent et je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée parce qu'il y a du monde partout dans le monde. Et bien sûr, à la prochaine. Bye bye. Bye.